Les sectes. On compterait entre 300 et 500 000 adeptes en France. Combien sont-ils à sortir de cette cage aux barreaux invisibles? Comment vit-on en homme libre après qu'on vous ait promis l'éternité? Mona Vasquez. Elle a passé 11 ans dans une secte. Il lui faudra 10 ans pour s'en libérer. C'est quasiment impossible de sortir d'une secte. On connaît des Jéhovah et des Scientaux qui sont à vie dans une secte. C'est très très difficile. Donc je ne me l'explique pas. Chaque fois c'est un petit miracle quand il y en a un qui sort d'une secte. Parce qu'on ne peut pas kidnapper quelqu'un, le kidnapper contre son gré, le faire sortir de la secte. Ça s'est fait aux USA. Aux USA, il y avait des raids comme ça, des parents qui se sont mis ensemble et qui allaient kidnapper leurs enfants et les sortir des sectes, des enfants majeurs. Hein. Ça a été un échec. Ils ont arrêté tout de suite parce qu'au bout de 3 jours, les jeunes retournaient dans les sectes. Parce que c'est pas enlever physiquement qu'il faut. C'est déprogrammer. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour sortir de la secte? L'impression de manque. L'impression de ne pas avoir d'amis, de ne plus avoir d'amis. Quelque chose de terrible qui doit s'apparenter à une excommunication, à quelque chose de déprimant, de terrible. Et ça, vous l'avez vécu? Je l'ai vécu intensément, donc je l'ai vécu pendant longtemps. Donc je le sais, je l'ai expérimenté dans ma chair, j'allais dire, mais c'est plus dans mon mental, mais je l'ai expérimenté. C'est très difficile à décrire, c'est l'impression de manque, c'est... Dix ans plus tard, Mona ne s'est toujours pas débarrassée de son passé. La secte prend tout, elle dévore tout. Lorsqu'on en sort, tout est à reconstruire. C'est vraiment comme un boulet que... Un boulet, j'ai toujours le boulet. J'ai toujours le... Ça me freine tout le temps, ça m'handicape tout le temps. Il y a vraiment des séquelles. On a une impression de vide très souvent. De vide affectif, de vide spirituel, de vide intellectuel. On a l'impression qu'on ne réfléchit plus, qu'on ne fait plus marcher sa tête. Il y a quelque chose de très... C'est là qu'on se rend compte, si on réfléchit un petit peu, on se dit, ben oui, on m'a lavé le cerveau. On ne peut pas s'en sortir quand on a cru en quelqu'un qui vous a sorti de votre famille, de votre milieu culturel, de votre milieu social. On est comme un petit bébé qui a aucune chance de survivre en dehors de ces parents-là, même si ce sont des bourreaux. Et on le voit, on l'explique très bien, on le comprend. Pour des petits bébés maltraités, des enfants maltraités, eh ben c'est pareil pour un adepte. Il a été maltraité, mais il est dénudé. Ça fait un effet terrible. Et pour se reconstruire, Mona a écrit dans la douleur. Elle en a sorti un livre, publié par ses soins, pour témoigner. Il s'intitule « Et Satan créa la secte ». Qu'est-ce que ça vous fait quand vous le relisez en l'occurrence? Je le relis pas. Je peux pas. Si je le relisais, j'ai relu comme ça un peu en diagonale, mais je bégaye. Je me remets à bégayer et à être perturbée. Même des années plus tard? Bien sûr, surtout des années plus tard, parce que c'est vraiment de plus en plus loin de moi. De plus en plus distinct et éloigné de moi. On ne l'a pas attrapé. C'est ce que je raconte là. C'est la toile d'araignée. Jamais je serais rentrée dans un endroit comme ça. Donc un copain m'a passé un livre, il me dit, regarde, j'ai trouvé un livre super, lis ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous lisez le livre. Vous n'allez pas dire, il va me mordre le livre. Ouais. Voilà, bon. Eh bien si, il m'a mordu. Et je suis arrivée à la moitié du livre, j'ai refermé le livre et j'ai dit, si ce qu'il y a là c'est vrai, je veux savoir. Et 10 ans après, j'ai compris, mais il m'a fallu 10 ans. 10 ans pour en sortir. Qu'est-ce qu'on vous pose comme question généralement? La plus bête qu'on m'ait posée, c'est pourquoi vous êtes rentré dans une secte. Alors ça, c'est un truc, ça me tue. Je dis, mais je ne suis pas rentrée dans une secte. Ou alors, il faut être idiot pour rentrer dans une secte. Je dis, mais non, je ne suis jamais rentrée dans une secte. On ne rentre pas dans une secte. La secte, elle vous attrape. Vous attrape. Par un biais, par un autre, elle vous attrape. On rentre pas. Moi, j'ai ouvert un bouquin, mais d'autres, ils vont faire un séminaire, d'autres, ils vont faire un cours de yoga, d'autres, ils vont faire même un cours d'anglais, un cours de dessin. Derrière, il peut y avoir tout un système sectaire plus ou moins avoué. Des
fois c'est lourd le regard des autres. La première chose que je vois dans le regard, c'est, enfin, un coup sur deux, c'est qu'est-ce qu'il faut être naïf pour entrer dans une secte. Et il y a un moment où on dit, mais quand même vous pouviez sortir, vous pouviez partir, pourquoi vous n'êtes pas parti? Voilà, il y a une incompréhension. On est pris dans une nasse, on ne peut pas sortir, on est dans une prison sans barreaux. Mais comment on se sent dans sa tête, hein? Mais on ne se sent pas en prison, on a l'impression qu'on est libre, on travaille pour l'idéologie, on travaille pour le groupe, on n'a pas du tout l'impression d'être en prison. Comment mettre les mots sur cet immense pouvoir du gourou sur ses adeptes? Comment expliquer qu'on est fait de vous un soldat parfait d'une utopie? C'est dans cette soumission de l'individu que repose la puissance de la secte. Il va y avoir une grande survalorisation de la personne. On va les valoriser, on va leur dire que ce sont des gens absolument extraordinaires, qu'ils ont des valeurs qui n'ont pas été du tout reconnues par la société ou par la famille, et que dans la secte, on va pouvoir les reconnaître. Après, il va y avoir toute une période d'isolement où on va emmener la personne à se couper petit à petit de ce qui était sa vie d'avant, en lui disant mais viens plutôt chez nous, de la couper un peu de sa famille en disant mais tu sais eux ils ont des idées un petit peu différentes, la couper de son boulot, couper de plus en plus pour que la personne ne reste que dans la secte. Vous apprendre aussi à vous comporter d'une autre façon, et d'une façon souvent de l'ordre de la soumission, et par rapport à ce gourou qui est quelqu'un qui va être vénéré, et donc toute une docilité et une soumission par rapport au gourou. En fait, vous avez compris, on enlève tout ce qu'il y avait avant pour remettre à la place des points de repère, des valeurs qui sont celles du gourou et les fantasmes du gourou. Rennes-le-Château, au lieu du mysticisme. Mona y prépare une conférence et pour illustrer l'immense emprise du gourou sur ses adeptes, elle se sert du dessin de l'un de ses enfants, réalisé peu après qu'elle ait quitté la secte. Bon, mais ça, c'est un dessin qu'a fait mon petit garçon quand on est sorti. Il avait 5 ou 6 ans quand on est sorti de la secte. Donc on était une famille, papa, maman, le garçon, la fille, le petit bébé. On était une famille de 5. La psychologue, n'arrivant pas à faire parler mon fils, lui a fait faire ce dessin que la psychothérapeute a bien voulu me confier, qui m'a laissé sans voix. Comment un petit garçon de 6 ans pouvait... Alors, il a bien compris qu'il y avait un danger. Il a bien compris qu'il sortait d'une secte. Quand elle m'a montré ça, puis ça venait de mon petit garçon, j'ai vu que... J'ai dit, mais en plus, il a souffert, quoi. Il a compris ce qui s'était passé en plus. Il n'a rien dit. Je trouvais ça complètement émouvant, complètement... Et j'ai retrouvé ce dessin. Alors je le trouve important dans notre histoire. La salle est quasi vide. Les conférences sur les sectes ne déplacent pas les foules. Mona ne s'en émeut pas. Si j'ai 3 pèlerins, c'est le cas de le dire, je serais contente. C'est même pas ça, je voudrais même pas les détourner de leur festival, je voudrais même pas qu'ils viennent là. Je veux dire, j'espère pour eux qu'ils ont autre chose à faire qu'à venir à une conférence sur les sectes. Ceci dit, même s'il y a une seule personne avec un point d'interrogation sur la tête qui vient et qui exprime toutes ces questions et à laquelle je peux répondre, je serai la plus heureuse, parce qu'effectivement, j'aurais été, si le mec il est là au lieu d'être à un festival, c'est qu'il a un vrai problème avec les sectes. Je crois qu'on arrive là comme si on allait à une conférence sur le sida. Pourquoi on irait à une conférence sur le sida un samedi soir? Si ce n'est qu'on a vraiment un problème, un proche qui est dans ce problème-là. Raconter, expliquer, mettre en garde. Une mission difficile, la plupart des ex-adeptes vivent dans l'ombre et la peur. Michel Park, elle, est bénévole à l'ATFI, une des rares associations de lutte contre les sectes. Des centaines de nouveaux adhérents tous les ans, et pourtant, très peu d'adeptes parmi eux. Voilà, ici nous avons les dossiers
des divers groupes sectaires dont les gens sont venus nous parler. C'est très rare qu'on ait la visite d'anciens adeptes ou d'adeptes qui viennent de sortir. Peut-être c'est après, beaucoup plus tard, qu'ils peuvent venir. Parce que quand ils sortent d'une secte, ils sont complètement déstructurés, ils sont paniqués, ils ont peur, ils sont très très mal. Et ils sont plutôt terrés chez eux à essayer de survivre plutôt que de faire la démarche de venir nous voir. Surtout que pour les groupes sectaires, nous les appuis, nous sommes vraiment le summum du mal, donc ils viennent pas nous voir, c'est surtout les familles. Qu'est-ce que vous leur conseillez aux familles, parce qu'il doit y avoir un désarroi total? En l'occurrence, déjà, je pense qu'il faut surtout pas contrer l'adepte. Il faut toujours garder un lien avec lui, mais ne pas essayer de le sortir de force ou de le convaincre. C'est complètement inutile, ça renforce même son adhésion au groupe. J'ai pleuré. Michel est directement concernée. Elle a connu son compagnon Hugo alors que celui-ci était dans une secte. Depuis 3 ans, elle tente de l'en sortir. Une lutte épuisante, elle enregistre des lettres dictées lors de moments de découragement total. Je me bats contre quelque chose qui est beaucoup plus fort que moi. Et plus ça va, plus je m'en rends compte. Et je me rends compte aussi que le prix à payer est trop cher pour moi. C'est vraiment trop dur. Et tu fais un carnage autour de toi. Et moi, je fais partie de ce carnage. Plus le temps passe, plus je me rends compte et je prends conscience de la force de l'emprise et des séquelles. Moi, je pensais que une fois qu'on sortait de secte, c'était fini, on reprenait une vie normale, alors que c'est tout à fait faux. C'est quelqu'un qui n'est pas apaisé, comme si il pouvait arriver n'importe quoi, que le ciel pouvait nous tomber sur la tête, et à lui et à moi. Peut-être parce que, comme il a trahi, entre guillemets, le gourou et la secte, il se sent coupable, donc il a peur de la vengeance, entre guillemets, des entités ou des énergies. La difficulté, ça a été d'être confronté à l'irrationnel, c'est-à-dire avoir quelqu'un en face de soi qui n'a pas du tout les mêmes repères que les miens. Donc comment comment avoir trouver le contact avec cette personne et un lien, et essayer de l'amener à la réalité. On parle quelquefois du syndrome de l'évadé, de la personne qui est évadée de prison. Hein, et la personne qui est évadée, elle est continuellement sur le qui-vive. Elle a toujours peur des représailles. Elle ne peut pas se poser quelque part. Elle a peur. Elle est obligée de changer de tout. Elle est dans un état d'angoisse, d'anxiété qui fait qu'elle ne peut pas tranquillement vivre quelque part. L'exil psychologique, le vide. Comment revivre dans ces conditions? Nous avons filmé une dizaine d'ex-adeptes. Beaucoup se sont désistés. Témoigner, c'est réveiller trop de démons. Affronter à nouveau la puissance du gourou. Comment est-ce qu'on peut expliquer un monde irrationnel et virtuel? Comment est-ce qu'on peut expliquer que quelqu'un soit sous emprise? C'est comme si l'adepte avait été envahi par un greffon ou par un programme informatique. Et ce programme prend le contrôle de la personne et le pilote de l'intérieur. L'adepte qui avait investi Hugo voulait vraiment reprendre le contrôle et m'éliminer, parce que moi j'étais dangereuse pour la secte, puisque j'étais quelqu'un de l'extérieur qui lui volait un adepte, quoi. Donc c'est en ça que je dis que ce qui se passe à l'intérieur d'une victime de secte, c'est une lutte à mort entre l'adepte qui défend la doctrine et l'individu qui, lui, essaye de survivre. Même si on pense qu'un adepte est complètement endoctriné, que c'est un robot, que de l'extérieur on a l'impression qu'il ne ressent plus rien, c'est faux. Il reste toujours au fond de l'individu une petite flamme, peut-être ce qu'on appelle
le fort moi intérieur ou l'âme, on peut l'appeler comme on veut, ce qui fait l'essence d'un individu qui essaye quand même de se défendre. Et c'est vrai que de l'extérieur, c'est terrible de voir une telle souffrance chez un individu. Et c'est d'autant plus terrible que l'individu ne se rend pas compte de ce qui lui arrive. Par exemple, une balade comme ça, un adepte ne va pas l'apprécier. Donc moi, avec Hugo, je l'amenais souvent dans des endroits comme ça pour qu'il reprenne contact avec le soleil, la mer, et surtout, avec ce qu'il ressentait. Tonins, village de la région bordelaise. Patrick Toutain fut pendant 7 ans membre d'une secte influente. Il en est sorti non sans peine et dénonce désormais l'expansion du groupe, présent jusque sur les marchés. Maintenant, il est de bon ton, pour récolter des fonds, d'ouvrir des stands de commerce sur tous les marchés. Alors là, on vend les brochures, c'est gentil, vous pouvez les prendre, c'est pas cher. Hein. C'est sympathique, on vous en parlera du reste après. Alors c'est toujours un peu, les jeunes s'interrogent. Alors c'est vrai que les jeunes s'interrogent, il y a des problèmes de chômage. Où sont les vraies réponses? Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis. Qui ne pourrait pas être passionné par cette vie? Le plus grand homme de tous les temps, et tout le monde sait que c'est pas moi, donc ça peut être fort passionnant de le connaître. La Bible, la parole de Dieu ou des hommes, un créateur qui se soucie de vous, le bonheur familial. Quel plaisir tout de même, quelle joie! Bien sûr, cela relève simplement de l'utopie. Hein. Si le bonheur était si facile, il ne serait pas à vendre dans les petites publications. Merci. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'on puisse vendre une telle hypocrisie, qu'il y ait une autorisation légale de mettre ça sur le marché. Ça me fait de la peine. Pour Patrick, c'est le suicide de sa compagne, sauvé in extremis, qui le décidera à partir de la secte. Les ex-adeptes sont d'accord sur un point. Il est quasi impossible de quitter une secte sans un événement traumatique qui vous y pousse. Il y a l'élément déclencheur, personnel, qui va vous décider, non pas que c'est lui qui va tout vous résumer dans une journée, mais c'est lui qui va vraiment vous décider, vous motiver à en partir. Ce fut, je vous l'ai dit dans mon cas, le suicide d'une personne qui accompagnait ma vie. Ça laisse réfléchir et ça aide à prendre des décisions très rapidement. Est-ce que vous pensez que cette personne, effectivement, s'est suicidée à cause de la secte? C'était des conflits religieux dans le couple, et moi je voulais absolument la quitter, la secte. Et elle en tombait dans un état pitoyable et lamentable jour après jour. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai pris mon stylo le soir même, et si j'ai dû moi-même l'hospitaliser, c'est pas pour le plaisir, c'était absolument nécessaire. Elle ne pouvait absolument plus assumer sa vie. Donc elle avait besoin d'être aidée par d'autres personnes que moi. Et ce jour-là, oui, j'ai fermement pris la décision que non seulement je sortirais de la secte, mais j'en parlerai aussi. Une séparation douloureuse, toute la famille de Patrick était dans la secte. Sur quoi avez-vous buté le plus? Pour quitter la secte? Oui. La vie familiale. J'ai dû abandonner une partie de ce qui était mon cadre familial. Ne pas faire un bisou à sa maman, à son frère, à sa sœur, pendant quand même une période longue, et même voire très longue, et même vous serez peut-être obligé d'oublier cette idée-là. Ça fait mal. Est-ce qu'on a beaucoup de ressentiment vis-à-vis de la secte en disant on a perdu des années? Oui, bien sûr. Mais ça dépend ce qu'on entend par ressentiment. Il faut tout de même savoir qu'avec des années, vous aviez dans la secte des gens qui ont quand même de la valeur. C'est bien dommage d'ailleurs qu'ils se trouvent là. Et vous allez trouver des gens qui étaient de véritables amis. C'est-à-dire que, comme une autre amitié dans n'importe quelle autre association, vous devez brusquement rompre avec eux. Donc cela peut être difficile. Et puis effectivement, d'avoir laissé un petit peu d'argent dans la boîte à offrandes, la piécette de la veuve, jour après jour, année après par année, oui, on a du ressentiment. Du ressentiment, mais aussi de la peur. Au désert psychologique et affectif s'ajoute la crainte des représailles.
Patrick a été menacé à plusieurs reprises. En fait, quitter une secte, la secte l'autorise, que ce soit les témoins de Jéhovah, la scientologie, l'Alliance universelle. Vous pouvez les quitter, ils vous le disent. Mais vous ne pouvez pas parler d'eux en mal. Autrement, là, ce n'est plus simplement la mort symbolique, mais vous encourez le châtiment ultime, le châtiment éternel de la mort. C'est rien, bien entendu, c'est une plaisanterie. Mais cette plaisanterie suffit pour constituer une clé symbolique qui fera douter bon nombre d'adeptes pour en parler. Mais vous voulez dire quoi par là, que vous êtes menacé de mort? Mais la mort présentée, la menace de mort présentée la plupart du temps en sortie de secte est une clé symbolique. C'est une mort symbolique. Maintenant, dire qu'il n'y a pas des pressions physiques, dire qu'il n'y a pas eu de gens disparus, dire qu'il n'y a pas de menace de mort, improuvable mais certaine sur le plan physique, bien sûr que si. Une nouvelle affaire qui s'est heureusement terminée, mettant face à face un couple, disons, trop crédule et l'une de ces nombreuses églises parallèles. 1989. Mona faisait grève de la faim pour récupérer 70 000 euros soutirés par la secte. À l'époque, elle avait emprunté tant d'argent que les banques vont alerter la police. Je n'ai pas réalisé que j'étais comme une marionnette et après j'étais tellement innocente que j'ai fini par éveiller des soupçons au niveau des banquiers. Je me suis retrouvée, j'ai fait 3 jours de garde à vue, je me suis retrouvée devant un juge d'instruction. C'est la première fois de sa vie. Accusée de faux, tout ça, alors que... Oh là 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 là, la tête. Des images qui ont valeur de symbole. C'est en raison de ces emprunts répétés que Mona va sortir de la secte. En effet, la juge va lui interdire tout contact avec celle-ci, sous peine de prison. Ce fut l'élément déclencheur, celui qui lui permit de s'échapper. Des souvenirs comme ça, on n'a pas vraiment envie de se les remettre, quoi, de se les repasser. Donc là, je me dis, mon Dieu, j'ai pu être dans cet état-là. Ça me suffoque un petit peu, quoi. Ça me laisse un peu sans voix. Parce que vous avez été ruiné aussi. Ruiné aussi, bien entendu. Eux, c'est leur but de nous ruiner. Enfin, le but, c'est de s'enrichir. Donc, si nous on est ruinés, bon, mais c'est pas, c'est logique, quoi. Je leur en veux sur le mensonge de départ, sur le départ, c'est-à-dire de faire croire que le bonheur s'achète, que le bonheur est dépendant d'eux, que les autres, de toute façon, ils sont voués à l'échec et au malheur. Là, je suis la preuve vivante que le bonheur, il peut largement être en dehors de ce groupe-là. Mona mettra des années à atteindre ce bonheur. Elle s'en est sortie grâce à sa passion, la peinture. Ses œuvres ont désormais les couleurs de la vie, mais pendant longtemps, elles exprimeront ce tumulte dévastateur que Mona portait en elle. Ses premiers tableaux sont empreints de cette lutte féroce qu'elle mena contre l'emprise de la secte. Ils signifient encore beaucoup pour vous, ces tableaux? Énormément, oui, parce que toute la charge émotionnelle que j'ai un peu déversée dans ces tableaux, quand je les revois, ils me gênent, quoi. Enfin, ça me rappelle cette époque-là. C'est comme si j'allais contempler mes poubelles, un petit peu. Ah oui. Oui. Alors que bon, le résultat de l'extérieur, il peut paraître, j'imagine, esthétique. Je me mets à la place de mes amis, de mes fans qui disent « Oh, c'est super ce que tu as fait ». C'est curieux, mais pour moi, c'est quelque part, c'est une poubelle. C'est bizarre, hein. J'avais perdu ma part de poésie quand j'ai fait ces tableaux. Toute mon agressivité est sortie là. Je vous explique, par exemple, ça, c'était fait avec les doigts, comme ça. C'était griffé. Je griffais le bois. Il n'y avait aucun pinceau, là. Tout a été fait au doigt, avec ma chair. Et tout le noir de ma vie est ressorti à ce moment-là. Celui-là, bon, il était un petit peu plus optimiste. Celui-là, il était carrément fait à la lame de rasoir. J'étais avec des lames de rasoir. Celui-là aussi, ça, c'est des coups de couteau, des matériaux durs, des matériaux en acier. Ça, c'est fait avec des lames de rasoir. Alors là, c'est une autre période. On va dire après la période noire à la période rose. Alors là, je pense que ça a à voir
Avec la reconquête de ma féminité, parce que c'est vrai que quand on est dans une secte, on n'est ni homme ni femme, on est robot. On perd sa féminité, on perd sa sensualité, on perd sa poésie de femme, on se maquille jamais, on n'est jamais de bijoux, jamais de parfum. C'est interdit les parfums. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a complètement amputé de votre personnalité? Bien sûr, artistique, créative, féminine, donc d'autant plus créative dans tous les sens du terme, bien entendu. Et un peu intuitive aussi, l'intuition. L'intuition, on ne le travaille pas du tout, puisqu'on est robotisé. On a des disquettes qui nous disent ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Des gens qui sont arrivés à nous épuiser autant, à nous prendre autant d'argent, autant d'énergie, autant de vie, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas... On ne peut pas... Vous n'arrivez pas à mettre les mots là-dessus? Non, j'y arrive pas. Vous n'arrivez pas à expliquer non. comment ça se fait qu'ils étaient aussi puissants dans votre esprit? Comment ça se fait? Ben, justement, ça me pose un vrai problème. Ça me pose un vrai problème. Et vous n'arrivez pas à décrypter, à donner une image à ce pouvoir qu'ils avaient sur vous? Non. Non, j'y arrive pas, franchement, j'y arrive pas. Désolée, mais 10 ans plus tard. Quitter la secte, c'est faire face à l'incompréhension tant il est difficile d'expliquer le lavage de cerveau. Pourtant, il est si puissant que parmi les adeptes qui s'en échappent, certains basculent jusqu'au suicide et bon nombre retournent tôt ou tard entre les griffes du gourou. Les sectes. On compterait entre 300 et 500 000 adeptes en France. Combien sont-ils à sortir de cette cage aux barreaux invisibles? Comment vit-on en homme libre après qu'on vous ait promis l'éternité? Mona Vasquez. Elle a passé 11 ans dans une secte. Il lui faudra 10 ans pour s'en libérer. C'est quasiment impossible de sortir d'une secte. On connaît des Jéhovah et des Scientaux qui sont à vie dans une secte. C'est très très difficile. Donc je ne me l'explique pas. Chaque fois c'est un petit miracle quand il y en a un qui sort d'une secte. Parce qu'on ne peut pas kidnapper quelqu'un intensément. Donc je l'ai vécu pendant longtemps. Donc je le sais, je l'ai expérimenté dans ma chair, j'allais dire. Mais c'est plus dans mon mental, mais je l'ai expérimenté. C'est très difficile à décrire. C'est l'impression de manque, c'est... 10 ans plus tard, Mona ne s'est toujours pas débarrassée de son passé. La secte prend tout, elle dévore tout. Lorsqu'on en sort, tout est à reconstruire. C'est vraiment comme un boulet Un boulet, j'ai toujours le boulet. J'ai toujours le... Ça me freine tout le temps, ça m'handicape tout le temps. Il y a vraiment des séquelles. On a une impression de vide très souvent. De vide affectif, de vide spirituel, de vide intellectuel. On a l'impression qu'on réfléchit plus, qu'on fait plus marcher sa tête. Il y a quelque chose de très... C'est là qu'on se rend compte, si on réfléchit un petit peu, on se dit, ben oui, on m'a lavé le cerveau. On ne peut pas s'en sortir quand on a cru en quelqu'un qui vous a sorti de votre famille, de votre milieu culturel, de votre milieu social. On est comme un petit bébé qui a aucune chance de survivre en dehors de ces parents-là, même si ce sont des bourreaux. Et on le voit, on l'explique très bien, on le comprend. Pour des petits bébés maltraités, des enfants maltraités, et ben c'est pareil pour un adepte. Il a été maltraité, mais il est dénudé. Ça fait un effet terrible. Et pour se reconstruire, Mona a écrit dans la douleur. Elle en a sorti un livre, publié par ses soins, pour témoigner. Il s'intitule « Et Satan créa la secte ». Qu'est-ce que ça vous fait quand vous le relisez en l'occurrence? Je le relis pas. Je peux pas. Si je le relisais, j'ai relu comme ça un peu en diagonale, mais je bégaye. Je me remets à bégayer, à être perturbée. Même des années plus tard? Bien sûr, surtout des années plus tard, parce que c'est vraiment de plus en plus loin de moi.
kidnapper contre son gré, le faire sortir de la secte. Ça s'est fait aux USA. Aux USA, il y avait des raids comme ça, des parents qui se sont mis ensemble, qui allaient kidnapper leurs enfants et les sortir des sectes, des enfants majeurs. Hein. Ça a été un échec, ils ont arrêté tout de suite parce qu'au bout de 3 jours, les jeunes retournaient dans les sectes. Parce que c'est pas enlever physiquement qu'il faut, c'est déprogrammer. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour sortir de la secte? L'impression de manque, l'impression de ne pas avoir d'amis, de ne plus avoir d'amis. Quelque chose de terrible qui doit s'apparenter à une excommunication, à quelque chose de déprimant, de terrible. Et ça, vous l'avez vécu? Je l'ai vécu